Je retrouve avec grand plaisir l'auteur et metteur en scène Sarah Berthiaume qui nous parle de sa pièce Nioi Taimori, présentée au Centre du théâtre d'aujourd'hui jusqu'au 3 février. Merci infiniment d'être venue, Sarah Berthiaume. Ça me fait très plaisir. Je ne sais pas si je me suis enfargée dans le titre. Vous avez rajouté un « i » de trop, je pense. C'est Nioi Taimori. Nioi Taimori. Voilà, parfait. Expliquez-nous donc ce que ça veut dire. Où êtes-vous allé pêcher ce mot-là? Oui, en fait, c'est un terme japonais qui signifie le corps décoré d'une femme. Donc, c'est un mot qui désigne cette pratique-là ancestrale japonaise où on mange des sushis. En fait, c'est surtout des hommes qui la pratiquent, manger des sushis sur le corps immobile d'une femme nue. Donc, je suis allée pêcher ça, je sais pas, au hasard de mes déambulations sur Internet, de mes séances de procrastination. Et en fait, j'utilise cette métaphore-là dans mon spectacle pour parler du travail. Cette métaphore-là désigne deux aspects, en fait. D'une part, ça aborde bien sûr l'objectivation du corps féminin, parce que c'est bien sûr une femme qui joue le rôle d'une table dans ce cadre-là. Et puis, ça désigne aussi un fantasme, je dirais, de privilégié que j'entretiens et que peut-être d'autres de mes compatriotes travailleurs autonomes entretiennent aussi, c'est-à-dire ce fantasme d'inaction-là, d'avoir une tâche très, très simple, un métier, je dirais, à la limite de l'aliénation où on ne fait rien. Et puis, c'est un peu ce fantasme qu'entretient ma protagoniste, mon héroïne dans ma pièce qui s'appelle Maude et qui est tellement débordée qu'elle en vient à fantasmer sur le fait d'être une table à sushi. Ça, on va y revenir dans quelques instants. J'ai dit que vous étiez metteur en scène, mais oui. En réalité, j'aurais dû dire co-metteur en scène parce que vous travaillez avec votre ami, j'ose oui. dire votre ami, Sébastien David, que vous connaissez depuis à peu près toujours. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir co-signer avec lui cette pièce-là, qui est la vôtre? Oui, en fait, ma relation avec Sébastien remonte à très, très loin. On a été amis très tôt, puis on a été colocataires. Et puis, le travail a toujours été au cœur de notre relation, je dirais, parce qu'on a bâti un peu nos carrières d'artistes côte à côte. Alors, on a toujours beaucoup parlé de travail. On a toujours été débordés. On s'est épaulés dans ce jus-là mutuel. Et puis, finalement, le fait d'aborder cette pièce-là sur le thème du travail avec lui, ça coulait un peu de source parce que ce travail-là, cette glorification-là du fait d'être occupé, ça a toujours fait partie de nos discussions puis de nos préoccupations. Et puis, comme c'est la compagnie La Bataille, la compagnie de Sébastien, qui produit le spectacle, et puis c'est moi qui l'écris, on s'est dit qu'on pouvait se retrouver à faire une co-mise en scène sur ce projet-là. Et puis moi, c'est la première fois que je travaille sur mon propre texte, en fait, comme metteur en scène. Donc, le fait de travailler côte à côte avec Sébastien, qui a beaucoup plus d'expérience que moi, ça m'assurait, en fait, d'avoir un œil extérieur, d'avoir le recul nécessaire, puis de bénéficier un peu de son expérience. Donc, je dirais que dans notre processus, ça a été Sébastien qui a un peu pris le lead de la salle de répétition. Et puis, ensemble, on a un peu fait l'idéation de la mise en espace du spectacle. Puis, Sébastien m'a suivi aussi dans le processus d'écriture. C'est une pièce que j'ai écrite, je dirais, un peu sur le tard, à la dernière minute, la pièce était déjà programmée, puis le spectacle n'était pas fini d'écrire. Ouh là là! Oui, c'est ça. C'est très méta. J'étais un peu comme ma protagoniste, complètement débordée dans le jus. Donc, Sébastien m'a suivi un peu au conseil dramaturgique. Il m'a suivi dans les étapes d'écriture, et puis on a déjà commencé à réfléchir à la mise en scène dans l'écriture du texte. Donc, il a été vraiment là très tôt dans le processus, puis on s'est suivi jusqu'à la toute fin. Alors, il y a de très belles surprises dans votre pièce, dont on ne dira rien parce qu'on invite les gens à aller au Centre du théâtre d'aujourd'hui. Par contre, vous retrouvez, et je trouve avec grand bonheur, Navet Confi à la musique. Oui, Navet, c'est un collaborateur que j'adore, avec qui j'ai travaillé sur Ville morte, un spectacle que j'ai fait il y a, je me souviens même 2011. 2011, donc ça fait déjà 7 ans. C'est un collaborateur merveilleux, quelqu'un dont j'écoutais la musique avant de le convier à participer à mes pièces, mais c'est quelqu'un qui a une grande sensibilité. C'est vraiment quelqu'un qui travaille pour le théâtre aussi, donc il fait des pièces sur mesure et il habille vraiment mes mots. C'est quelqu'un qui comprend bien la rythmique du théâtre, qui travaille de pair avec les comédiens. Il a lui-même une compagnie de théâtre qui s'appelle le Théâtre du Futur. Et puis, donc, c'est un habitué de la scène que j'ai retrouvé avec grand bonheur sur ce spectacle. Et je trouve que la musique, particulièrement dans ce spectacle, appuie parfaitement les propos. Oui, tout à fait. On a dans la conception, on voulait avec lui travailler sur l'idée de la machine, l'idée de l'usine. Donc, c'est quelque chose sonorement qui habite l'univers. Il y a aussi des touches un peu japonisantes, j'ose dire. Donc, on a des claves, on a des tambours. On a vraiment essayé de faire un mélange des influences de la pièce puis de les intégrer là, dans la trame sonore. Alors, 3 comédiens sur scène, presque du début à la fin. Macha Limonchik,
Christine Beaulieu et Philippe Racine. Oui. Alors, je vous laisse le bonheur de raconter un peu la prémisse de cette pièce-là, parce qu'on n'en dira pas trop, étant donné que ça va de rebondissement en rebondissement. Oui, c'est une pièce qui est un peu tentaculaire, donc c'est difficile à résumer, mais en gros, c'est l'histoire de Maude, comme je disais, qui est une travailleuse autonome, pigiste, qui cumule à peu près 18 titres. Là. Elle est un peu comme nous tous, là, blogueuse, recherchiste, journaliste, auteur et compagnie. Et puis, elle doit produire un dossier pour une revue qui s'appelle un dossier sur les métiers d'avenir. Donc, la pièce est en 3 tableaux distincts. Elle va commencer par faire une entrevue dans une agence, donc une agence publicitaire qui pourrait être Sidley ou Moment Factory. Et puis donc, elle va interviewer un créatif un peu sur les enjeux de son travail. Ça va être la première partie qui est de facture assez réaliste. Je dirais c'est un dialogue assez du tac au tac, assez dry, si j'ose dire, en bon français. Dans la deuxième partie, on va retrouver Maude chez elle avec sa blonde. Et puis, on va se rendre compte à quel point le travail vampirise sa vie personnelle. C'est-à-dire qu'elle est complètement débordée. Elle est supposée faire un road trip, Thelma et Louise, avec sa copine qui, elle, est enseignante. Et puis, finalement, on va se rendre compte qu'elle va être complètement incapable de partir en vacances. Elle va vouloir travailler en road trip, c'est la folie. Elle ne pourra pas. Et puis, cet univers-là va fusionner avec l'univers d'un homme qui poursuit un concours qui s'appelle Hands on a Hard Body, donc qui est un concours où les gens sont invités à coller une partie de leur corps sur une voiture le plus longtemps possible pour la gagner. C'est des concours qui ont cours aux États-Unis, qui sont extrêmement humiliants, aliénants. Ça s'apparente un peu à ce qu'on voyait dans On achève bien les chevaux, là, ces concours de danse là, pendant la crise économique, où les couples étaient invités à danser jusqu'à épuisement pour remporter un gros lot ridicule. Donc, Maude en procrastinant, va s'intéresser à cet homme-là, va le regarder en direct et va finir par envier le vide qu'il a dans la tête quand il fait ce truc-là, alors que cet homme-là va avoir peur du vide, il va vouloir fuir le vide, va avoir l'impression que c'est en train de l'avaler. Donc, la deuxième partie est un peu une réflexion sur le vide et sur le travail autonome. Et dans la troisième partie, que je révélerai pas trop parce que mon résumé devient long, mais la troisième partie, on va plus loin encore dans le réalisme magique, si j'ose dire. Maude va être en contact avec les travailleurs d'Asie qui ont fabriqué et sa voiture et son soutien-gorge. Et voilà, dans une partition assez onirique, je dirais, ces trois-là vont se rencontrer dans le parking du sous-sol du condo de chez Maude. Oui. Alors, les trois, on pourrait se dire, ce sont 3 moments indépendants. Oui. Ce qui est faux, parce qu'au fond, tout se lie à un moment donné de la pièce qui dure à peu près 1h30, 1h40. Oui. Vous avez employé le mot souvent réaliste, mais il y a aussi vraiment des moments lyriques. Oui. Est-ce que vous saviez dès le départ que vous alliez, j'allais dire, désamorcer ou employer cette façon de faire? Ben oui, moi, en fait, je m'intéresse beaucoup au type du réalisme magique. C'est vraiment un style littéraire que j'explore de différentes manières dans mes pièces. Et puis, dans cette pièce-là, je voulais vraiment qu'on parte de quelque chose de très réaliste et vraiment qu'on glisse vers la magie. Donc, plus on s'éloigne géographiquement de notre réalité, plus la forme de la pièce aussi tire vers la magie et tire vers un rapport lyrique à ça. Donc, ces travailleurs-là, ils vont avoir une langue beaucoup plus formelle, beaucoup plus travaillée, beaucoup plus poétique. Parce qu'évidemment, je peux pas avoir un rapport documentaire comme je l'ai par rapport aux travailleurs montréalais, par exemple, qui va parler d'enjeux qui nous concernent directement. Donc, plus je m'éloigne de ma réalité, je dirais, plus la pièce devient un objet formel, travaillé. Ça se trouve aussi dans la mise en scène, alors que le premier tableau est très, très naturaliste. Ben, plus on s'éloigne, plus la mise en scène devient travaillée. Alors, Christine Beaulieu, avec qui vous aviez aussi déjà travaillé dans la pièce Selfie, oui, que vous retrouvez, j'ai eu l'impression par moment d'être dans J'aime Hydro, parce qu'elle fait un petit peu ce qu'elle faisait aussi dans cette pièce-là qui marche de manière extraordinaire. Elle doit en être très, très, très contente. Oui. Est-ce qu'elle est un peu votre alter ego? Dans cette pièce-là, oui, c'est vraiment... j'ai créé ce personnage-là. D'ailleurs, on riait en répétition. Ah bon? On lui a mis des lunettes, on lui a fait une queue de cheval. Il y a vraiment des traits physiques. Elle s'est amusée un peu à s'inspirer de moi. Bien sûr, c'est un personnage, donc mais le niveau de jus et le type de rapport au travail, c'est vraiment pas loin de ma personnification, je dirais. Sarah Berthiaume, en préparant cette émission, je me suis dit, quels sont les thèmes abordés dans la pièce? S'il fallait les nommer, on serait encore là demain matin, tellement il y en a. Mais bien sûr, il y a le mot « travail ». Oui. Mais le travail, finalement, est-ce qu'il est plus valorisant ou contraignant au final?
C'est les deux, hein. Je pense qu'on entretient, en tout cas moi, j'entretiens vraiment un rapport amour-haine au travail en général. C'est la chose par laquelle je me définis, bien sûr. C'est ce par quoi je trouve que j'apporte quelque chose à ma société. Donc, c'est ma passion aussi. Le théâtre, j'en écris, j'en vois, j'en mange. Mais en même temps, justement, le fait d'être aussi passionné par ce qu'on fait, ça fait qu'il n'y a pas de frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle et ça vient un peu vampiriser nos espaces de vie. Donc, moi, par exemple, je travaille de la maison. Donc, mon outil de travail, c'est mon ordinateur portable qui est aussi l'ordinateur sur lequel je vais écouter des films ou skyper avec mes amis à l'étranger. Donc, c'est comme s'il n'y avait plus vraiment de barrière. On n'a pas d'heure vraiment de bureau. Donc, moi, je vais travailler des fois les vendredis soirs ou les samedis soirs si j'ai un truc à remettre. Donc, ça fait qu'il y a plus de limites et ça fait que facilement, on peut sombrer justement dans l'excès et se retrouver un peu complètement submergé par le travail. Donc, j'ai pas trouvé la manière vraiment de faire la différence entre les deux. La preuve, c'est que cette pièce-là, je l'ai écrite pendant mon congé de maternité en allaitant d'un sein et en écrivant de l'autre main. Donc, j'ai pas encore trouvé la clé, mais cette pièce-là, du moins, aborde ces questionnements-là. Le travail et aussi notre rapport au consumérisme puis à la mondialisation. Donc, oui. Ça cherche un peu à relativiser aussi ce jus-là qu'on entretient avec celui, par exemple, des travailleurs d'usine qui vont fabriquer notre téléphone, notre auto, notre soutien-gorge. Oui, parce que d'ailleurs, les personnages dans la pièce, travaillent dans des anciennes usines qui ont été, pour certaines, modernisées. C'est très contemporain, votre pièce. Mais en même temps, ça démontre que plus ça change, plus c'est pareil. Absolument. Parce qu'on est toujours esclave de son travail et peut-être qu'on ne l'est pas pour les bonnes raisons. Parce que, oui, on doit tous et toutes travailler, on doit payer notre loyer, mais après ça, on le fait pour quelle raison? Pour être valorisé, pour avoir l'impression d'exister. Pourquoi? Absolument, absolument. C'est sûr que le travail à la chaîne d'un ouvrier indien, puis le travail que nous, on occupe ici, ça n'a rien à voir, mais on se demande, en fait, finalement, si toute la liberté qui est mise de l'avant par ces nouveaux modes de travail-là dans les agences, par exemple, où on est dans des lieux très cool, qui offrent un espace de travail à la limite de l'espace de divertissement, là, où on peut travailler dans des hamacs avec des standing desks et des murs d'escalade et tout ça, si c'est pas, en fait, un nouveau piège de la culture entrepreneuriale pour nous faire travailler plus, en fait. Nous donner l'impression de nous réaliser, mais par là, avoir la mainmise un peu sur notre esprit créatif puis nos idées pour finalement faire des sous, là. Et finalement, ce n'est qu'un autre visage du capitalisme sauvage qui broie les humanités, en fait, qui ne tient pas compte des humanités. Ce qu'on nous donne d'une main, on leur prend d'une autre. C'est un peu ça le message de la pièce. Sarah Berthiaume, à part le personnage joué par Christine Beaulieu, les deux autres, Macha Limonchik et Philippe Racine, interprètent plusieurs rôles. Oui. Est-ce que ça s'est imposé dès le départ? Est-ce que c'était une question de budget? Parce qu'on le sait que plus il y a de monde sur scène, plus ça coûte cher. Ou est-ce que vous aviez envie de leur donner un défi supplémentaire? En fait, c'est une volonté c'est un peu une contrainte qu'on s'était imposée dans l'écriture de la pièce. C'était une pièce en 3 tableaux. On avait envie d'avoir 3 acteurs, justement, parce que la pièce est construite un peu comme un cycle. On suit le cycle de 2 objets de consommation, c'est-à-dire une voiture puis un soutien-gorge qui vont suivre un peu la mise en marché, l'utilisation et finalement la fabrication. Et le fait d'utiliser les mêmes personnages qui vont jouer ceux qui les mettent en marché, ceux qui les utilisent et ceux qui les fabriquent, finalement, ça représentait cette volonté-là de parler de ce cycle-là, en fait, où un peu tout est dans tout et tout finit par se répondre. C'est aussi, je pense, une belle occasion pour les comédiens. Là. Moi, c'est des comédiens que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours depuis qu'on a travaillé ensemble. Puis pour moi qui est moi-même comédienne, je trouve que c'est une occasion de se révéler puis de se pousser, d'avoir des défis, là, de jouer justement le créatif très cool puis l'ouvrier japonais sur une chaîne de montage. Pour moi, je trouve que c'est des beaux défis de comédie qui sont vraiment relevés avec brio. Donc, ça faisait partie de mon désir aussi de leur offrir ça. Sarah Berthiaume, vous avez relevé de nouveau, encore une fois après Antioche, un beau défi avec cette pièce. D'ailleurs, il est très, très peu question de Nio Taimori dans la pièce. On commence avec ça et on termine avec ça. Oui. Il y a des supplémentaires d'annoncés, mais jusqu'à présent, c'est jusqu'au 3 février au Centre du théâtre d'aujourd'hui. Bravo et à très bientôt. Merci.